La patronne m'a retenu après le service. J'ai cru que j'étais viré, mais elle a ouvert. La patronne m'a retenu après le service. Je transpirais, persuadé que c'était mon dernier jour. Mais au lieu d'une lettre de licenciement, elle a ouvert un tiroir. Et ce que j'ai vu à l'intérieur allait bouleverser ma vie. Abonne-toi pour découvrir l'histoire complète et like si toi aussi tu crois que la vérité surgit toujours quand on s'y attend le moins. Le restaurant avait fermé ses portes depuis une bonne heure déjà. Les dernières assiettes étaient empilées dans la plonge, les tables nettoyées, le sol encore humide du passage de la serpillière. J'étais resté pour terminer mes tâches, les mains rouges à force de frotter, le dos en compote. Quand on est serveur, surtout le dernier arrivé, personne ne vous épargne les corvées. Il ne restait plus que quelques lumières allumées dans la salle. La plupart de mes collègues avaient déjà filé en riant, laissant derrière eux l'odeur tenace de friture et de vin renversé. Moi, je m'apprêtais à retirer mon tablier quand j'entendis sa voix. Tu peux venir un instant, s'il te plaît? C'était Madame Lefebvre, la patronne. Une femme élégante, toujours tirée à quatre épingles, dont la silhouette imposait le respect. Elle avait ce ton neutre mais ferme qui ne laissait jamais deviner ses intentions. Mon estomac se noua aussitôt. J'avais fait une erreur. Avais-je mal encaissé une table, oublié une commande? Ces derniers jours, je m'étais senti épuisé, étourdi par les doubles services. Peut-être que je n'avais pas été assez rapide. Peut-être qu'un client s'était plaint. Je me dirigeais vers son bureau, une petite pièce à l'arrière du restaurant, dont la porte restait habituellement close. Elle m'attendait déjà derrière son bureau, un verre d'eau à la main. Elle ne souriait pas. Assieds-toi. Je m'exécutais, la gorge sèche. Le silence s'installa quelques secondes, ponctué seulement par le tic-tac d'une vieille horloge. Elle me fixait de ses yeux gris, inébranlables. Tu travailles ici depuis 3 mois, n'est-ce pas? Demanda-t-elle enfin. Oui, madame. Et tu penses être à la hauteur? Mon cœur se mit à battre la chamade. C'était la question que je redoutais. Je serrai mes mains sur mes genoux pour cacher qu'elles tremblaient. J'essaie de faire de mon mieux, répondis-je d'une voix mal assurée. Elle pencha légèrement la tête, comme pour mesurer mes paroles. Puis, elle soupira. Faire de son mieux. Tu sais, parfois, ça ne suffit pas. Dans ce métier, on ne pardonne pas les erreurs. Un client mal servi, une addition fausse, et c'est la réputation de toute la maison qui est en jeu. Je sentis mon sang se glacer. Ça y est, pensai-je. Elle va me licencier. Les mots résonnaient déjà dans mon esprit. Merci pour vos services, mais nous devons nous séparer. Je pris une grande inspiration, prêt à encaisser. Mais au lieu de cela, elle se leva, fit le tour du bureau et s'approcha d'un meuble en bois massif. Elle ouvrit un tiroir, fouilla un instant, puis sortit une petite boîte noire qu'elle posa devant moi. Je la regardai, interloqué. Ouvre! Mes doigts tremblaient quand je soulevai le couvercle. À l'intérieur, un objet brillant refléta la lumière du plafonnier. Un vieux porte-clés en argent, gravé d'un symbole que je ne connaissais pas. Deux mains entrelacées, entourées d'une couronne de laurier. Je levai les yeux vers elle, complètement perdu. Tu sais ce que c'est? Demanda-t-elle. Non, madame. Elle s'assit face à moi, croisa les bras et, pour la première fois depuis que je travaillais ici, je vis son visage s'adoucir légèrement. Ce n'est pas qu'un porte-clés, c'est un signe de reconnaissance. Une sorte de passe. Ceux qui le possèdent peuvent entrer dans un endroit que très peu connaissent. Et ton nom figure sur la liste. Je restais muet. Comment était-ce possible? Moi, simple serveur, sans histoire, dont personne ne remarquait jamais rien. Elle poursuivit, sa voix plus basse. Tu crois que je t'ai gardé ici ce soir pour te réprimander? Non. Je veux savoir si tu es prêt. Parce que ce que tu as entre les mains peut changer ta vie. Mais une fois que tu auras franchi la porte, il n'y aura pas de retour en arrière. Je fixais encore l'objet, incapable de comprendre. Le bruit du restaurant vide semblait s'éloigner, comme si nous étions seuls au monde. Je pensais à ma situation, mes factures impayées, mes parents qui comptaient sur moi, mes nuits trop courtes. Qu'avais-je à perdre? Et pourtant, une peur sourde s'insinuait en moi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Elle posa doucement sa main sur la boîte, refermant le couvercle. Ses yeux me transpercèrent.
Réfléchis bien, mais sache une chose. Si tu refuses, tu ne seras plus jamais le même, parce que tu sauras qu'il y avait une porte ouverte devant toi et que tu l'as laissée se refermer. Je déglutis difficilement. Mon cœur battait à m'en rompre la poitrine. Je n'étais pas licencié. Non, c'était bien pire. J'étais face à un choix qui allait redessiner ma vie entière. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. L'image du porte-clés argenté revenait sans cesse hanter mes pensées. Les deux mains gravées, le cercle de laurier et surtout le regard de la patronne quand elle me l'avait tendu. Un mélange de défi et de secret. Le lendemain, je retournais travailler comme si de rien n'était. Le service du midi battait son plein, les clients pressés réclamaient leur plat, les verres tintaient, les ordres fusaient. Mais dans ma poche, le poids de ce petit objet semblait brûler contre ma cuisse. Je n'osais pas le sortir. Chaque fois que ma main effleurait le métal, je sentais un frisson courir le long de mon bras. Quand le rush fut terminé, Madame Lefebvre m'appela d'un signe discret. Elle m'attendait au fond du couloir, près de la réserve. Sa voix était basse, presque un murmure. Alors, tu as le réfléchi? Je hochai la tête. Oui. Mais je ne comprends pas. Pourquoi moi? Elle eut un sourire énigmatique. Parce que tu observes, tu écoutes, et surtout, parce que tu ne joues pas un rôle. Dans ce métier, la plupart portent un masque. Toi, non. Tu ne sais peut-être pas à quel point ça vaut de l'or. Avant que je puisse répondre, elle fit tourner doucement le porte-clés entre ses doigts. Ce symbole, il ouvre une porte. Littéralement. Ce soir, après le service, tu viendras avec moi. Mais souviens-toi, tu dois garder le silence. Pas un mot à tes collègues. Pas une question de trop. Si tu trahis cette confiance, tu ne remettras jamais les pieds d'ici. Son ton ne laissait place à aucun doute. Ce n'était pas une invitation. C'était une initiation. La nuit de la révélation minuit. Le restaurant était plongé dans la pénombre, les chaises empilées sur les tables, les néons éteints. Seule une lumière vacillante provenait de la cuisine, où Madame Lefebvre m'attendait, manteau sombre sur les épaules. Sans un mot, elle me fit signe de la suivre. Nous traversâmes la salle et descendîmes l'escalier menant à la cave. Je n'y avais jamais mis les pieds. D'ordinaire, seuls les chefs s'y rendaient pour chercher les bouteilles les plus chères. Mais ce soir-là, la cave avait une autre allure. Au lieu des rangées de caisses et de tonneaux, un pan du mur semblait différent, plus lisse, plus récent. Elle inséra le porte-clés dans une fente presque invisible. Un déclic métallique retentit. Le mur s'ouvrit lentement, révélant un passage étroit éclairé par des lampes discrètes. Mon souffle se coupa. « Entre !» dit-elle simplement. Je franchis le seuil, le cœur battant à tout rompre. Derrière nous, la paroi se referma, nous plongeant dans une semi-obscurité parfumée de cire et de vieux papier. Le couloir débouchait sur une grande pièce voûtée, comme une bibliothèque souterraine. Des étagères couvertes de dossiers, de carnets, de registres. Au centre, une longue table en chêne entourée de chaises. Quelques personnes étaient déjà là. Des hommes en costume, une femme en tailleur, un jeune apprenti que je reconnus vaguement. Tous portaient le même porte-clés argenté pendu à leur ceinture. Ils se tournèrent vers moi avec curiosité. Madame Lefebvre posa la main sur mon épaule. « Mesdames, messieurs, voici le nouveau. » Un murmure parcourut la salle. L'un des hommes, la cinquantaine sévère, hocha la tête. « Il a l'air jeune. »« Jeune, peut-être, » répliqua ma patronne. « Mais il a l'œil. Et il a déjà prouvé qu'il peut garder sa dignité dans la difficulté. » Je restai bouche bée. De quoi parlait-il? Quel était cet endroit? L'homme ouvrit un dossier devant lui et me fit signe d'approcher. À l'intérieur, des photos, des factures, des lettres manuscrites. Tout semblait concerner le restaurant, mais aussi d'autres établissements de la ville. « Nous sommes une confrérie », expliqua Madame Lefebvre. « Un cercle discret qui veille à ce que certains secrets ne disparaissent pas et que certaines injustices ne restent pas impunies. » Ces mots résonnaient étrangement dans la salle voûtée. Mon esprit refusait d'y croire. Mais mes yeux voyaient les preuves. Des registres minutieux, des visages concentrés, des symboles identiques. Elle se tourna vers moi. « Tu as une chance.
Tu peux choisir de sortir par cette porte et oublier ce que tu as vu. Ou bien tu restes, et alors ta vie ne sera plus jamais la même. Le silence tomba. Tous les regards se posèrent sur moi. J'entendais mon propre cœur battre dans mes tempes. Je songeais à ma fatigue, à mes dettes, à cette sensation d'être invisible depuis toujours. Et puis, à ce moment précis, je compris. Si j'entrais dans ce cercle, j'aurais enfin une place. Mais à quel prix? Je restais un instant figé, incapable de prononcer un mot. La salle entière attendait. Les flammes des bougies la tremblaient doucement, projetant des ombres mouvantes sur les visages autour de la table. L'air sentait le cuir des vieux registres et la cire chaude. J'avais l'impression d'être tombé dans un autre monde, loin du restaurant bruyant où je passais mes journées. Finalement, j'inspirai profondément et dis d'une voix encore hésitante: « Je reste. » Un silence pesant suivit ma déclaration. Puis, lentement, les visages s'adoucirent. Le vieil homme à la cinquantaine sévère referma le dossier devant lui et me fit signe de m'approcher. Alors écoute attentivement. Ce que tu vas apprendre ce soir ne doit jamais franchir ces murs. Je hochai la tête, le cœur battant à tout rompre. Madame Lefebvre reprit la parole, sa voix grave et assurée. Ce cercle existe depuis plusieurs générations. Il a été fondé par des restaurateurs, des artisans, des commerçants qui voulaient en protéger leur savoir-faire, mais aussi veiller à ce que la justice soit respectée. Parce qu'ici, dans cette ville, les puissants croient qu'ils peuvent tout acheter, tout écraser. Nous refusons. Un autre membre, une femme aux cheveux courts et au regard perçant, enchaîna. Nous ne sommes pas la police. Nous ne sommes pas la justice officielle. Mais nous observons, nous collectons, nous dévoilons ce que d'autres veulent cacher. Et parfois, nous intervenons. Je fronçai les sourcils. Tout cela me semblait irréel. Une confrérie cachée dans la cave d'un restaurant? Mais les dossiers devant moi prouvaient qu'il parlait sérieusement. Madame Lefebvre sortit alors un petit carnet noir de sa poche et le posa devant moi. Voici ton premier test. Tu dis que tu veux rester, mais tu dois nous le montrer. Lis. Je pris le carnet d'une main tremblante. À l'intérieur, des notes serrées, des chiffres, des noms. Tout semblait se rapporter à un autre établissement de la ville, un café que je connaissais vaguement. Je lus à voix haute quelques phrases. Employé non déclaré, horaires non payés, menaces de licenciement. Je levai les yeux incrédule. Mais ce sont des preuves. La femme hocha la tête. Exactement. Ce patron exploite ses employés depuis des années. Nous avons rassemblé les témoignages, les documents. Mais il manque quelque chose pour que tout cela soit irréfutable. Madame Lefebvre me fixa droit dans les yeux. C'est là que tu interviens. Demain soir, tu iras dans ce café. Tu sais te fondre dans la masse, tu es invisible quand tu veux. Tu récupéreras un registre qui prouve ces fraudes. Sans ça, des familles entières continueront à souffrir en silence. Je restais bouche bée. Moi, le serveur discret, j'étais censé infiltrer un autre restaurant pour voler des documents compromettants. C'était insensé. Et pourtant, au fond de moi, une flamme étrange s'allumait. Une colère que je traînais depuis longtemps. Celle d'être méprisé, invisible, exploité. Peut-être que cette fois, je pouvais faire quelque chose. Et si je refuse? Demandai-je, la voix tremblante. Le vieil homme prit la parole d'un ton calme mais tranchant. Alors tu quitteras cette pièce et tu n'y reviendras jamais. Tu continueras ta vie comme avant, avec tes factures et ton dos brisé, à force de porter des plateaux. Mais tu sauras qu'il existait une chance de changer les choses, et que tu l'as laissé passer. Je baissai les yeux vers le carnet. Les noms, les chiffres, les injustices écrites noir sur blanc. Une partie de moi voulait fuir, mais une autre, plus forte, me murmurait. C'est pour ça qu'on t'a choisi. Parce que tu sais ce que ça fait d'être écrasé. Je refermai le carnet et relevai la tête. D'accord, je le ferai. Madame Lefebvre esquissa un sourire rare, presque maternel. Alors, bienvenue parmi nous. Un à un, les membres autour de la table frappèrent doucement du poing contre le bois, comme un rituel d'accueil. Le son résonna dans la salle voûtée, solennelle et lourde de promesses.
Cette nuit-là, en quittant la cave, je sentis que ma vie venait de basculer. J'étais encore serveur, mais désormais je portais un secret dangereux, qui me liait à une confrérie de l'ombre. Et dès le lendemain, je devrais prouver que j'en étais digne. Le lendemain soir, la ville avait cette lumière d'oranger poussiéreux qui colle aux vitrines et aux trottoirs. J'avais quitté le service plus tôt sous prétexte d'un rendez-vous, avec l'accord muet de Madame Lefebvre. Dans ma poche intérieure, le porte-clés argenté cognait contre mon sternum à chaque pas. Pas pour ouvrir une porte cette fois, pour me rappeler que derrière moi, quelqu'un croyait en moi, ou me testait. Le café visé s'appelait le Mirador. Rien d'exceptionnel. Terrasse jonchée de mégots, néons fatigués, cartes plastifiées luisantes de doigts. À travers la baie, on voyait le patron, Bruno, large carrure, chemise sombre entr'ouverte sur une chaîne trop brillante. Il riait fort, comme pour dominer le bruit ambiant. Autour de lui, des serveurs pressés, visages tirés. Je reconnus l'un d'eux, Nassim, un type discret que j'avais déjà croisé en livraison. On disait qu'il bossait au noir depuis des mois. Je choisis une table au fond, dos au mur, angle parfait pour voir sans être vu. Une serveuse s'approcha, jeune, cerne profond. Sourire mécanique. Je vous sers quoi? Un café, s'il vous plaît. Et les toilettes? C'est au fond? Au bout du couloir, à gauche. Sa voix avait glissé sur la dernière phrase, comme si elle savait que la question en cachait une autre. Je laissai mes yeux traîner, près des toilettes, une porte grise, privée. Une caméra au plafond, clignotant rouge. Dans le miroir d'une colonne, je suivis le balayage régulier de l'objectif. 2 secondes sur la salle, 1 seconde sur le couloir. Il y avait une faille, un angle mort juste avant la porte. Le café arriva, liquide sombre, goût de brûlé. Je fis semblant de le boire, observant le balai. À chaque addition, Bruno intervenait, reprenait le ticket, griffonnait, le glissait dans un tiroir de la caisse, refermait, repartait. Parfois, il disparaissait derrière la porte grise. Il revenait toujours avec un classeur noir. Le registre? Une rafale d'air entra avec 2 clients bruyants. La caméra se tourna, la serveuse trébucha. Nassim heurta un plateau. Verreries brisées, jurons étouffés. Bruno jaillit, tempête sur pattes. Mais c'est pas vrai. Combien de fois je vous ai dit de faire attention? Nassim, tu payeras les verres sur ta paye. Enfin, sur ce que tu appelles une paie. Le regard de Nassim vacilla. Il ne protesta pas. Pas même un soupir. L'habitude de ceux qu'on tient par la gorge. Un éclair de colère me remonta à la bouche. C'est pour lui que je suis là. La porte grise se rouvrit. Derrière le battant, j'aperçus un couloir étroit et, à droite, une petite pièce où s'entassaient cartons et chemises. Je retins l'image. Emplacement, distance, obstacle. J'attendis encore. Minuit approcha. Les clients se vidèrent. Ne restait donc que 2 habitués collés au zinc. La serveuse passait la serpillière. Nassim comptait des pièces dans un pot. Bruno, lui, se versa un digestif, l'avala d'un trait, puis un deuxième. Son rire s'éteignit, remplacé par un rictus gras. Je me levai, réglé en liquide, glissai un pourboire à la serveuse. Je repasse par les toilettes, d'accord? Elle eut un micro-signe de tête, presque imperceptible. Était-ce un accord? Un bonne chance silencieux? Dans le couloir, l'air sentait la javel et la bière éventée. Mon pas ralentit près de la caméra. Balayage, 1, 2, maintenant. Je collai l'épaule au mur, me glissai dans l'angle mort, doigt sur la poignée de la porte privée. Elle céda avec un soupir. La petite pièce me sauta au visage. Poussière, carton de boisson, classeurs empilés, une ampoule nue grésillée. Sur la table, un grand registre noir. La même reliure que celle vue plus tôt. Mon cœur piqua un sprint. J'ouvris. Écriture serrée, colonne de chiffres, nom tronqué, heure barrée, avance notée au crayon. Et, souvent, rien. Pas de contrat, pas d'heure déclarée. Je pris mon téléphone, commençai à photographier page après page, main tremblante. Un bruit. Des pas dans le couloir. Je refermai le registre d'un geste sec, me planquai derrière une armoire.
La poignée tourna. La porte couina. À travers l'interstice, je vis Nassim. Il entra, referma doucement, s'adossa au battant. Ses épaules se soulevèrent, comme si la porte était le seul mur capable de le retenir. « Qui est cela » chuchota-t-il. Je sortis lentement de l'ombre. Son regard bondit de mon visage au registre. Il pâlit. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je t'aide. » Il eut un rire sans joie. « On n'aide pas les gens comme moi, on les remplace. » Je lui expliquai en phrases courtes. La cave, la confrérie, les dossiers. Ses yeux s'arrondirent, puis se plissèrent. La méfiance avait mis des années à s'enraciner chez lui. Elle ne tomberait pas en une minute. Si Bruno nous chope ici, c'est fini pour moi. Alors, on ne se fait pas choper. Il hésita. Ses doigts jouaient avec une clé plate, nerveux. Puis, brusquement, il attrapa le registre. Les pages qui t'intéressent sont au milieu, mais il y a pire. Pire? Il tira d'un carton un petit classeur bleu, anonyme. À l'intérieur, des photocopies de cartes d'identité, des numéros griffonnés, des billets agrafés à des formulaires. Faux temps partiel, prêts d'avances, à taux usuraires, loyers, arrangés. Il tient les gars par leurs papiers, par leurs dettes. S'ils parlent, ils perdent tout. Ma nuque se refroidit. Ce n'était plus seulement des heures volées, c'était une toile. Je dois tout prendre en photo. Tu n'auras pas le temps. Il tendit la clé. La caméra a un cycle. Quand le voyant passe au vert, tu as 20 secondes avant qu'elle enregistre à nouveau le couloir. C'est Bruno qui l'a réglé, pour fumer tranquille. À la seconde où elle redevient rouge, tu sors et tu files. Je photographiais à cadence folle, cadence de brève, cadrage net. Page, liste, contrat bricolé, enveloppe. Mes mains se souviendraient, si mon esprit oubliait. Nassim, lui, se posta à la porte, oreille tendue. Un frottement brutal retentit dans le couloir. Puis la voix de Bruno, rauque, trop proche. « Nassim, tu glandes encore. Ramène-toi. » Nassim blêmit. « Merde. Il ne boit plus, il compte. » Je fourrai le téléphone dans ma poche, refermai les classeurs. Mes yeux balayèrent la pièce une dernière fois. Rien ne devait trahir notre passage. Nous coupâmes même l'ampoule. Nassim entr'ouvrit la porte. Un halo rouge dansait au plafond. Rouge, enregistrement en cours. « Attends le verre », souffla-t-il. Les secondes s'allongèrent. Chaque battement de mon cœur devenait une cloche. Dans la salle, des voix montaient, le cliquetis d'une caisse. Bruno, plus près. « Nassim !» Le voyant cligna vert. « Maintenant !» Nous filâmes. Nassim partit sur la gauche, moi sur la droite, comme deux poissons fendant la même vague. Je passai devant les toilettes, rejaillis dans la salle, avec un air d'innocence fatigué, remis ma veste. La serveuse leva les yeux, imperceptible sourire. Elle avait compris. Je sortis. L'air de la rue me gifla. Je marchai d'un pas mesuré, puis tournai à l'angle et me mis à courir. 3 rues plus loin, je ralentis, mains sur les genoux, poumons en feu. J'avais les preuves. Nous avions les preuves. Mon téléphone vibra. Un message inconnu. Ne rentre pas chez toi. Marche vers la place du marché. Porte bleue, 3e Porsche. On t'attend. Pas de signature. Je n'avais pas besoin. La porte bleue s'ouvrit sur la silhouette stricte de la femme aux cheveux courts, aperçue dans la cave. Elle m'introduisit dans un appartement nu, table, 2 chaises, un scanner portatif prêt à avaler des pages. Madame Lefebvre était là, manteau sombre, regard pressant. « Alors ?» Je posai le téléphone, la voix encore hachée. Registre d'heures. Faux temps partiel. Copie de papier. Tout est là. La femme brancha l'appareil. On duplique, on chiffre, on envoie à 3 relais. Au matin, ce dossier existera à plusieurs endroits. Impossible à étouffer. Je sortis de ma poche la clé que m'avait donnée Nassim. Et ça, la caméra. Preuve que l'employeur contrôle et manipule la surveillance. Il suffit d'un technicien assermenté pour le prouver. On a ce qu'il faut. Je racontais la scène, le cycle vert, rouge, les avances, les loyers. À mesure que je parlais, je vis le visage de Madame Lefebvre changer. Pas la dureté du chef qui mène,
mais la gravité de celle qui sait ce que coûte la vérité. Tu as bien fait, dit-elle simplement. Mais ce n'est pas fini. Quand on tire un fil, tout le tissu vient avec. Il va se débattre. Il faudra protéger Nassim et les autres. Je peux témoigner, lâchai-je. Les mots sortirent avant que je les pense. S'il faut, je témoignerai. Elle me dévisagea. Dans ses yeux, un mélange d'orgueil et d'inquiétude. On ne demande pas aux nouveaux de brûler leur navire dès la première sortie. La femme aux cheveux courts leva le nez de l'écran. Trop tard. Il les a déjà brûlés en entrant hier. On sourit, malgré la fatigue. Le scanner avalait les pages, implacable. Le monde, quelque part dehors, continuait de tourner, inconscient de la secousse qui s'annonçait. À l'aube, dit la femme, un avocat ami déposerait une plainte circonstanciée, accompagnée d'un dossier si solide que même un préfet ne pourrait le ranger au fond d'un tiroir. Je pensais à Nassim, à ses mains qui tremblaient à peine, à sa phrase « On n'aide pas les gens comme moi ». J'eus la certitude inverse. Parfois, on les aide d'abord, parce que c'est là que commence la justice. Quand je sortis, la ville bleuit. Les boulangers levaient leurs rideaux, les bus bâillaient. Je passais devant le Mirador. Volé, tiré, façade inoffensive. Le calme avant l'orage. Mon téléphone vibra encore. Un numéro inconnu, cette fois une voix. « Tu m'entends ?» C'était Bruno. Je me pétrifiais. Si jamais tu remets les pieds près de chez moi, je saurais. J'ai des yeux partout. Le ton n'appelait pas de réponse. La ligne coupa. 1 minute après, un second message apparut, discret, sans majuscule. On t'a vu courir. Courage. Eux. Je levai les yeux. De l'autre côté de la rue, Élise, la serveuse, me regardait derrière une vitre, main posée sur le carreau. Elle n'avait pas seulement servi des cafés ce soir-là. Elle avait surveillé, chronométré, peut-être détourné la colère au moment juste. Je rentrai en serrant le porte-clés argenté dans ma paume. J'avais franchi la porte, oui. Mais ce n'était pas une salle secrète qu'elle ouvrait. C'étaient des vies. Et demain, quand les papiers sortiraient au grand jour, je n'étais pas certain d'être prêt pour la tempête. Pourtant, sous la peur, une autre sensation vibrait, neuve. La certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Le matin même, les journaux locaux s'emparèrent de l'affaire. Pas un entrefilet discret, mais une double page. Travail dissimulé, faux contrat, intimidation, le Mirador dans la tourmente. Les documents scannés avaient trouvé leur chemin jusque dans les rédactions. Factures falsifiées, registres d'heures, copies de papiers d'identité. C'était trop gros pour être étouffé, trop solide pour disparaître dans un tiroir. Au collège, au marché, dans les cafés voisins, on ne parlait que de ça. Les clients du Mirador, choqués, racontaient ce qu'ils avaient vu. La fatigue des serveurs, leurs mines creusées, les engueulades publiques. Même ceux qui avaient fermé les yeux jusque-là ne pouvaient ne plus se taire. Bruno, lui, disparut de la circulation de jour. Quand il réapparut, escorté par 2 hommes en costume gris, il n'avait plus rien du patron tonitruant. Les caméras de télévision l'attendaient devant son café, captant chaque goutte de sueur sur son front. Les journalistes lançaient des questions en rafale. Est-ce que vous admettez avoir exploité vos employés? Que répondez-vous aux accusations de faux papiers? Pensez-vous fermer l'établissement? Il ne répondit pas. Il serrait les mâchoires, le regard fuyant. Le roi du Mirador était nu, exposé à la lumière. La protection des témoins. Ce soir-là, nous nous retrouvâmes de nouveau dans la cave secrète, autour de la grande table en chêne. Les dossiers circulaient, les visages étaient hâtes et graves, mais déterminés. Nassim était là aussi, assis au bout, mal à l'aise mais droit. Il avait accepté de témoigner, avec l'assurance que la confrérie le soutiendrait. « Tu n'es plus seul, » lui dit Madame Lefebvre. « Nous serons derrière toi à chaque étape. » Il hocha la tête, les yeux brillants. Je vis ses épaules se redresser légèrement, comme si le poids qui l'écrasait s'était allégé. Puis son regard croisa le mien. Pas un mot ne fut échangé, mais je compris ce qu'il voulait dire. Merci. L'affrontement. Quelques jours plus tard, par un hasard cruel, ou peut-être calculé, je croisai Bruno dans une ruelle près du marché.
Il n'avait plus rien du colosse qui hurlait sur ses employés. Ses vêtements étaient froissés, sa barbe mal taillée. Quand il m'aperçut, son visage se crispa. « C'est toi, gronda-t-il. Le petit serveur de rien du tout. Tu crois que t'as gagné ?» Je restais immobile. Mon cœur battait vite, mais je ne reculais pas. Ce n'est pas moi qui ai gagné. C'est eux. Je pointais du menton la rue animée derrière lui, les passants, les familles, les travailleurs qui riaient ensemble. Lui, isolé, réduit à sa colère. Il voulut répliquer, mais ses mots se perdirent. Dans ses yeux, je vis une peur nouvelle, celle de ne plus contrôler le récit. Il tourna les talons, disparaissant dans la foule. La leçon de la patronne. Le soir, après le service, Madame Lefebvre me fit venir dans son bureau. Cette fois, pas d'air menaçant, pas de suspense cruel. Elle sortit simplement 2 verres, une bouteille de vin, et m'invita à m'asseoir. « Tu as franchi la porte, dit-elle en servant. Tu as prouvé que tu étais des nôtres. Mais retiens bien ceci. Ce que tu as fait n'est pas un exploit. C'est un devoir. La prochaine fois, ce sera plus dur. Et après encore. Parce que là où il y a du pouvoir, il y a des abus. Et nous sommes les gardiens de l'ombre. » Je l'écoutais, silencieux. Une part de moi frissonnait à l'idée d'avoir mis les pieds dans un engrenage plus vaste que je ne l'imaginais. Mais une autre, plus profonde, vibrait d'une conviction nouvelle. Je n'étais plus invisible. Elle leva son verre. À ceux qui refusent de détourner le regard, je levai le mien. À ceux qui tiennent bon, même dans l'ombre. Nos verres s'entrechoquèrent doucement. Épilogue. La confrérie poursuivit ses combats. Nassim trouva un nouveau travail, déclaré cette fois, dans une boulangerie tenue par un membre du cercle. Les anciens employés du Mirador furent replacés ailleurs, protégés. L'affaire de Bruno suivit son cours judiciaire. Amende, fermeture, interdiction de gérer. Quant à moi, je continuais de servir mes tables, de sourire aux clients, de nettoyer la salle, comme si de rien n'était. Mais sous mon tablier, accroché discrètement à ma ceinture, brillait le porte-clés argenté. Chaque fois que je le sentais contre moi, je me souvenais. Il y a des portes invisibles dans ce monde. Et parfois, avoir le courage de les franchir change non seulement notre vie, mais celle des autres. On peut être le plus petit dans une salle pleine de géants, mais le jour où l'on choisit d'agir, on devient plus grand que ceux qui écrasent. La dignité ne se mesure pas à la force qu'on impose, mais à la justice qu'on défend. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires de vérité et de courage. Et si toi aussi, tu crois qu'aucune injustice ne doit rester dans l'ombre, laisse un like et partage cette histoire.